Bonjour et bienvenue à cette formation sur l'instance locale de perfectionnement. Pour cette formation, je serai accompagné de ma collègue Nathalie Bouchard, conseillère syndicale aux relations du travail, et je suis Simon Séguin, vice-président à la vie professionnelle du Syndicat des enseignants de l'Ouest de Montréal. Les objectifs de cette formation sont, premièrement, de vous faire connaître les encadrements de l'instance locale de perfectionnement que nous nommerons ILP pour le reste de la formation. Deuxièmement, de vous faire connaître le fonctionnement de l'ILP. Et troisièmement, de comprendre le rapport de dépenses de l'ILP. La composition du comité de l'ILP, les membres sont élus par l'Assemblée générale en début d'année. Donc, il faut aussi déterminer combien de membres vont y siéger. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de maximum ni de minimum qui sont prévus. Ce que l'ECM vous recommande, c'est d'avoir au moins un représentant par cycle. Et puis, pour le secondaire, quand même quelques représentants là, pour assurer la représentation de chacun des niveaux. Ensuite, donc, le comité est aussi composé d'une personne membre de la direction. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de mettre en place un comité d'ILP puisque s'il n'y en a pas, il n'y a pas de dépenses qui pourront être effectuées au cours de l'année. Les responsabilités de l'ILP, donc, c'est sûr que d'abord, pour déterminer comment on va fonctionner, il faut les convenir, ces règles-là. Que ce soit de déterminer donc qui va rédiger les procès-verbaux, donc qui convoque les rencontres, au combien de temps est-ce qu'on se rencontre. Donc, il faut déterminer ensemble de quelle façon on veut fonctionner. On va y revenir plus en profondeur tantôt dans la formation. Ensuite, l'ILP doit aussi disposer du budget qui est remis par le comité central de perfectionnement. Donc, c'est ce qui va permettre d'encadrer les activités de mise à jour. Donc, on va déterminer quelles activités on retient de celles qu'on ne retient pas. On va analyser les besoins de mise à jour et convenir des besoins prioritaires, puisqu'il peut arriver que certaines années, on n'ait pas le budget nécessaire pour répondre à tous les besoins. On va étudier les projets de mise à jour et ensuite, on va déterminer ceux que l'on retient. Ensuite, on va déterminer les ressources budgétaires allouées pour la mise à jour et on va essayer d'évaluer les activités qui ont été choisies. Et à la fin de l'année, donc effectivement, il faudra produire au début juin, donc qui a été maintenant changé pour juillet, au comité central de perfectionnement, un rapport sur les activités de mise à jour puis les dépenses qui ont été encourues. Donc, dans les responsabilités de l'instance locale de perfectionnement, donc il faut savoir que toute décision de l'ILP sera le fruit d'un consensus. Qu'est-ce qu'on veut dire par consensus? Donc, c'est vraiment l'accord des personnes qui sont impliquées sans passer par la procédure d'un vote. Donc, il faut arriver à trouver un terrain d'entente avec la direction. Ce n'est pas que la direction qui peut choisir, comme ce n'est pas seulement que les enseignants aussi qui peuvent prendre la décision. Donc, on doit en arriver à un consensus. Donc, évidemment, aussi, ce qu'on souhaite, c'est que tous les membres du comité s'engagent dans la recherche du consensus, donc qu'il y ait de la bonne foi d'une partie comme de l'autre. Les rencontres de l'ILP sont reconnues dans la tâche de l'enseignant, ce qui veut dire que dans votre tâche que vous convenez en début d'année, il devrait y avoir du temps reconnu dans les autres tâches professionnelles. Les rencontres ont lieu à l'extérieur des heures de classe, à moins que la direction ait du budget pour vous libérer, mais c'est sûr que généralement, donc ça se produit après les heures de cours ou avant, si vous avez du temps avant. Il est possible de se rencontrer sur l'heure du dîner, mais ça doit être vraiment à la volonté de tous et chacun, puisque normalement, il ne devrait pas y avoir d'activités qui sont prévues sur l'heure du dîner des enseignantes et des enseignants. Qui a droit de demander des formations qui seront payées par l'ILP? Bien évidemment, il y a les enseignantes régulières, les enseignants réguliers, il y a les enseignantes et les enseignants à contrat à temps partiel, et il y a les enseignantes et les enseignants à taux horaire. Quelles formations peuvent être considérées comme une activité de mise à jour? Comme vous pouvez le lire ici,
l'ensemble des activités de perfectionnement ayant un lien avec la tâche d'une enseignante ou d'un enseignant, ne conduisant pas à un changement de scolarité et destinés à améliorer les services éducatifs. De plus, les projets collectifs, les colloques et les congrès sont reconnus comme des activités de mise à jour. Les activités choisies doivent posséder l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes. Être un projet collectif comprenant des activités à être proposées et pratiquées par un groupe d'enseignantes ou d'enseignants. Être un projet individuel soumis par une enseignante ou un enseignant. Concernant les règles de fonctionnement des rencontres, il va être important de déterminer d'avance qui va prendre les notes à ces rencontres-là. Si cette personne-là, une journée est absente, il va falloir aussi déterminer s'il va y avoir un substitut, s'il va y avoir quelqu'un pour la remplacer. Est-ce que vous déterminez qu'il y a un quorum à vos rencontres? Est-ce qu'il y a un nombre minimum des membres de l'ILP qui doivent être présents pour tenir un vote? Il va falloir aussi déterminer à quelle fréquence vont se tenir vos rencontres, puis qui va faire les convocations. Concernant le budget qui vous sera octroyé pour votre ILP, à la base, ce budget-là est réparti par le Comité central de perfectionnement. Les sommes sont déterminées par un montant de 240 $ par enseignant et enseignant régulier au secteur des jeunes et de l'EDA et d'un montant de 300 $ par enseignant régulier au secteur de l'AFP. La redistribution dans les ILP, là, elle se fait par un montant de 1 000 $ à chacun des bâtiments. Puis ensuite de ça, il y a un montant qui est déterminé, là, qui va être multiplié par le nombre d'ETC, des enseignants à temps complet de votre école. Évidemment, là, pour toutes les sommes résiduelles des années passées, ça va rester dans la cagnotte de l'ILP. Donc, tous les surplus sont reportés l'année suivante. Au niveau de la gestion de votre budget, la première chose qu'on pourrait vous conseiller, là, c'est de vous prévoir un montant pour couvrir les 100 derniers jours de l'année. On n'est jamais à l'abri d'une formation extrêmement intéressante là, qui pourrait voir le jour et qui pourrait se présenter à un des enseignants chez vous. Il serait aussi important de choisir les critères de ce que vous décidez d'inclure dans les remboursements à payer par l'ILP. Donc, on parle ici des frais d'inscription à une formation, on va parler du kilométrage pour se rendre à cette formation-là, on va parler du stationnement s'il est payant, on va parler de la suppléance à prévoir, là, puis le remboursement du centre de service si on se fait remplacer par une personne retraitée. C'est important d'y penser. Puis, il y a aussi là, finalement le montant là, pour les repas et l'hébergement si les formations se tiennent à une bonne distance là, du lieu de résidence des enseignants. Il va falloir penser à adopter des politiques de limitation des dépenses, comme le covoiturage puis l'hébergement en occupation double là, quand ça va être de mise. Vous aurez aussi à établir là, certains critères d'octroi du financement des formations. On pense là, surtout là, à faire une genre de rotation là, pour pas que ça soit toujours les mêmes enseignants qui aillent suivre des formations. S'assurer là, que tous les champs de l'école ont reçu des formations en n'oubliant pas les spécialistes. Il va falloir aussi prévoir le fait là, que si on a des cours qui ont été actualisés, prévoir l'utilisation du nouveau matériel didactique. Il va falloir aussi penser à combler les besoins des élèves intégrés dans des classes ordinaires. Donc, il faut penser aussi là, à être capable d'aller chercher la formation qui va dans plusieurs azimuts. Il faut encadrer, dans un certain sens, le moment de remettre les demandes de mise à jour au niveau de l'ILP. Il va falloir déterminer le délai de réponse aussi de votre instance locale de perfectionnement, que ce soit pour des réponses positives ou négatives. Là, il faut que les enseignants aient quand même le temps de pouvoir soumettre leur demande, d'avoir une réponse assez prompte pour être capable de continuer le processus, là, pour être capable d'avoir accès à leur formation. Il va falloir aussi spécifier le délai là, au niveau des demandes de remboursement, puis quel formulaire vous allez utiliser là, pour ces demandes-là. Le rapport de dépenses de l'ILP, donc c'est un document à remplir avant la fin de l'année par les membres du comité de l'ILP, y compris la direction. Donc, signé autant par un membre de l'ILP que la direction avant le 30 juin. Donc, avec la nouvelle entente locale, on a allongé le processus jusqu'en juillet, mais j'imagine que vous allez vouloir le faire avant de partir en vacances. Donc, ça contient un relevé de toutes les activités que vous allez avoir fait, donc, et autorisées pendant l'année. Donc, ça permet de suivre la gestion du budget. Le comité central va faire une analyse des budgets pour voir si
chacune des activités aurait dû être payée par l'ILP ou non. Donc, c'est quand même un suivi important puisqu'on veut s'assurer qu'on utilise les sommes pour pourquoi elles sont prévues. Donc, on vous demande quand même de faire attention là, autant que possible au dépassement du budget annuel. Il faut savoir que si jamais vous dépensez le budget, donc l'année suivante, vous allez partir avec moins d'argent que ce qui va vous être remis. Donc, c'est sûr que ce n'est pas à votre avantage à ce moment-là. Donc, il faut aussi faire attention aux formations de mise à jour qui peuvent être payées par d'autres budgets, notamment l'insertion professionnelle. On a aussi souvent vu sur des rapports d'ILP des formations pour le RCR ou pour les stagiaires. Donc, il y a déjà des budgets qui existent pour ces éléments-là, donc il ne faut pas les mettre dans l'ILP. Il y a aussi, quand il y a un nouveau programme de formation, donc le centre de service reçoit des sommes pour former les enseignants lors des nouveaux programmes, l'acquisition de matériel. Donc, on vous demande quand même de porter une attention particulière à ne pas dépenser des sommes de l'ILP pour ces sujets-là. C'est sûr qu'il y a d'autres formations pour lesquelles c'est moins clair. Donc, parfois, ça peut être le désir de l'enseignant de faire en sorte d'utiliser l'argent du perfectionnement, notamment pour des CAP, donc, et aussi pour le PEI. Sauf que si c'est syndicalement, ce qu'on pense, c'est que si c'est une formation qui est voulue par la direction d'école et qui va servir à l'école, bien, elle devrait être payée par l'école et non par le perfectionnement des enseignants. Nous espérons que cette formation va vous avoir aidé à comprendre les encadrements qui entourent les ILP. Donc, on espère que vous allez mieux comprendre aussi tout le fonctionnement de l'ILP. On vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la formation et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au syndicat. Votre personne répondante pourra sûrement vous accompagner. Merci encore.